qui consacre quelques précieux instants pour l'inauguration de cette permanence des Sablettes et je lui passe immédiatement le ciseau. Voilà. Pas le micro, le ciseau. D'abord, le ciseau. S'il vous plaît. Merci. Attention. Et voilà. Et voilà. Bravo. C'est fait. Nous avons une deuxième permanence aux Sablettes. Alors maintenant, je ne sais pas ce que vous avez prévu, où est-ce qu'on dit quelques mots. D'abord, tu vas voir dans le merveilleux local, des petits, modestes, mais bien placés. Animé dans un quartier qui mérite toute notre attention. Et nous le dirons sûr. Alors, suis-moi par ici. Voilà. Suis-moi par ici, on est par là-bas. Voilà, voilà. On va continuer dans le combat que nous avons avec mes amis décidé de mener pour que nos couleurs reviennent en force dans la mairie de la Seyne-sur-Mer au soir du 30 mars. Merci Jean-François d'être venu, toujours fidèle. Jean-François est un homme d'une grande fidélité. J'ai pu m'en apercevoir depuis 12 ans déjà. Nous nous fréquentons à l'Assemblée, après l'avoir connu d'ailleurs à d'autres époques où il était venu à Toulon, accompagné de Marc Bell. Et donc, ça, nous, je ne dis pas tout ça, nous sommes encore très jeunes, mais nous avons commencé très jeunes cette merveilleuse carrière politique. Jean-François, la Seyne-sur-Mer, 63 000 habitants, superbe commune qui est aujourd'hui l'objet de toute notre attention. Cette commune est en train de se démarquer des autres communes de l'agglomération. C'est la deuxième ville du Var. C'est une ville qui, je crois, mérite un destin tout autre que celui qui est le sien aujourd'hui. Parce qu'elle a tout simplement des atouts formidables, et ces outils, il faut se donner la peine de les exploiter. Alors merci à toi de m'avoir toujours accordé ta confiance, et merci à tous nos amis de la Commission nationale d'investiture qui, le 2 juillet, m'a confié la lourde responsabilité de porter les couleurs du parti que tu présides à l'occasion de cette élection. Bravo! Depuis ce jour, je n'ai eu de cesse de travailler au rassemblement tant espéré par les Seynois qui aujourd'hui, chaque jour, nous expliquent qu'ils veulent une vraie équipe solidaire et engagée à la tête de cette ville, avec à sa tête quelqu'un d'engagé aussi, et qui défendent un programme crédible, raisonnable, mais très ambitieux. C'est tout cela qui nous rassemble et je remercie autour de moi, bien sûr, Sandra Torres et Nathalie Biquet, deux grands leaders de la politique dans cette ville de la Seyne et qui sont venus me rejoindre avec leurs amis pour déclencher ce rassemblement. Ce rassemblement, chaque jour, fait boule de neige. Et aujourd'hui, nous pouvons être fiers de rassembler toutes les compétences. Les compétences de personnes connues dans la cité, qui depuis longtemps sont engagées pour cette cité et qui, depuis longtemps, ont fait leurs preuves et ont surtout eu le temps d'acquérir une vision qui nous sert au moment où il faut proposer aux Seynoises et aux Seynois, je l'ai dit, un programme ambitieux et cohérent. Ce programme ambitieux et cohérent va se décliner sur 5 grands axes. Le premier axe, et le plus important, mon cher François, c'est l'axe des comptes publics et de l'efficacité de l'administration municipale. Nous sommes aujourd'hui ici dans la ville la plus endettée de l'agglo. Nous sommes ici dans la ville la plus fiscalisée de l'agglo, et dans la ville où il y a le plus de chômage de l'agglo, sauf à la mairie, où là il y a une pléthore, mais qui n'est pas le synonyme d'une efficacité majeure en termes de services publics. Et ce n'est pas de la faute d'ailleurs des personnes qui y travaillent, c'est la faute de ceux qui, dans la majorité municipale, ne leur donnent pas aujourd'hui l'envie d'aller se sublimer, ne leur offrent pas un plan de carrière correct, ne les dirigent pas vers des responsabilités par une formation qui peut les amener à exercer des postes de plus en plus importants.
Et donc ces gens-là perdent confiance, et perdent envie, et perdent aujourd'hui, je crois, l'envie surtout de s'engager pour une équipe qui, elle, n'a pas fait l'objet de sa compétence. Deuxième grand thème, la sécurité. Donc cher Jean-François, tu connais le sujet, tu connais ta belle ville de Meaux. Il y a à la Seine 63 000 habitants. Aujourd'hui, il y a 11 caméras, donc 4 qui enregistrent. Et il y a plein de monde pour d'ailleurs pouvoir visualiser les images. J'ai eu l'occasion cette semaine d'aller visiter ce que notre ami Christian Estrosi a fait à Nice. Bien sûr, Nice, la Seine n'est pas Nice, mais il y a beaucoup d'idées à y retenir. Il y a 880 caméras à Nice. Si vous faites un ratio d'habitants, il devrait y en avoir 200 à la Seine et pas 15. La propreté, avec un opérateur très efficace, Pisorno, mais aucun lien avec l'administration municipale. Et donc, une forte activité, mais qui ne trouve pas, ne trouve pas dans le public l'image qu'elle devrait avoir, parce qu'il y a un accompagnement en régie qui ne se fait pas de façon articulée. Il se fait, mais mal. Un développement économique tout azimut, je te l'ai dit, 15% de chômeurs catégorie A, 23% quand on ajoute les A et B et C, alors qu'il y a un potentiel de développement. Il faut mettre en adéquation tout ça, faire un réel développement économique avec les atouts du tourisme, avec les atouts de la vocation maritime de la Seine, avec aussi aujourd'hui les atouts d'entreprises de haute qualité technologique et qui là encore doivent être accompagnés et d'autres qui doivent venir enrichir ce tissu. La sécurité, monsieur le député. Je viens d'en parler. De la sécurité c'est majeur parce que la sécurité, et je m'en aperçois chaque jour un peu plus, est aussi un vecteur de développement économique. Il ne faut pas l'oublier. Lorsqu'on rassure, lorsqu'on protège, l'économie d'emblée se sent beaucoup mieux. Quatrième thème, la jeunesse, l'animation, la formation des jeunes, mais aussi nos aînés, la longévité et l'intergénérationnel. Tout est à construire dans cette commune sur tous ces thèmes-là. Nous nous y engagerons totalement. Et dernier point, et ce qui explique aussi notre localisation d'une deuxième permanence aux Sablettes, rétablir un véritable vivre ensemble à la Seine, rétablir une véritable fierté d'appartenance à cette magnifique commune et rétablir un lien dans tous les quartiers. Lorsqu'on se promène, Jean-François, aux Sablettes, et qu'on rencontre les habitants et les commerçants, on nous dit, mais le maire, on ne sait même plus à quoi il ressemble. Il y a 6 ans qu'on n'en a pas vu. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable, parce que lorsqu'on est maire de toute la ville, et pas uniquement maire de certains quartiers. Voilà, mon cher Jean-François. Le point que l'on peut faire aujourd'hui, les axes que l'on va, avec cette merveilleuse équipe, développer. Aujourd'hui, la campagne bat son plein. Nous sommes très très bien reçus dans toute la commune. Je crois qu'il y a vraiment là, aujourd'hui, une dynamique qui s'est créée et qui va nous amener à la victoire le 30 mars. Voilà l'état des lieux que je peux te faire. Et je te donne immédiatement ce micro en te remerciant encore d'être venu te joindre à nous après avoir merveilleusement expliqué la bataille de la Marne aux Toulonnaises et aux Toulonnais à l'occasion du Salon du Livre. Merci Jean-François. Merci Philippe. Écoutez mes chers amis, je voudrais vous dire que je suis extrêmement heureux de ce passage devant vous, ici à la Seine, à côté de mon ami Philippe Vittel. Et que je viens d'entendre le programme électoral sur lequel vous allez faire campagne pour cette ville, eh bien laissez-moi vous dire qu'en l'écoutant, je me disais vraiment, je ne laisserai à personne la liberté de dire que la droite et la gauche c'est pareil. Parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que la gauche, elle ne fait rien de tout cela. Et que ceci explique l'état lamentable dans lequel la mairie socialiste a laissé cette ville magnifique de la Seine que je connais depuis des années, et hélas dans lequel elle est en train de laisser la France. C'est la raison pour laquelle, en venant ici, c'est aussi pour moi l'occasion d'en appeler à l'esprit de résistance. Parce que ce qui est en train de se passer sur le territoire national, c'est un abandon de tout ce qui a fait les grandes valeurs de notre pays. Ce qui a fait que ce pays est la grande puissance économique mondiale où il fait bon vivre. Il y a 4 chocs qui aujourd'hui sont en train de frapper de plein fouet notre pays. Le chômage,
le matraquage fiscal, l'insécurité et le communautarisme. C'est-à-dire les 4 piliers de la cohésion de la République française. Alors dans ce contexte, mes chers amis, et je suis venu vous le dire ici, comme je le dis dans toute la France, car je traverse la France dans tous les sens pour aller voir nos compatriotes. Il s'appelle fermeté en matière d'autorité républicaine, et il s'appelle générosité sur le plan social, mais sans assistanat. Voilà. C'est ça qui constitue les valeurs sur lesquelles on doit rassembler notre pays. Or, je ne vais pas vous raconter l'histoire à vous. Le seul parti politique, la seule famille politique qui peut sauver la France, c'est l'UMP. Car c'est la seule famille politique qui peut porter courageusement les valeurs que je viens d'évoquer là. Ça ne peut pas être la gauche qui est irresponsable. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que jamais, jamais la France n'a été aussi mal dirigée sous la Ve République que depuis le mois de mai 2012. Et croyez-moi, je ne dis pas ça simplement parce que je suis le président du premier parti d'opposition de France. Je le dis parce que c'est la réalité qui est partagée, y compris par des millions de Français qui doivent être aujourd'hui profondément déçus de ne pas avoir voté pour Nicolas Sarkozy, mais d'avoir voté pour François Hollande. Or, je voudrais, mes chers amis, que chacun et chacune d'entre vous se sente investi d'une mission, au sens le plus noble du terme. Parce que vous êtes des militants et des sympathisants engagés, vous êtes des citoyens courageux, et autour de Philippe Vittel, je vous demande de faire le plus grand rassemblement possible, parce qu'il en va de l'avenir de cette ville, et au-delà, de l'ensemble de notre territoire. Car le rendez-vous de mars prochain, mes chers amis, ça ne va pas être un rendez-vous comme les autres. C'est pas une élection comme les autres. Il s'est passé tellement de choses depuis 18 mois dans notre pays, que c'est la première occasion d'inviter les Françaises et les Français à dire stop à François Hollande. Car si, comme je l'espère, comme je le souhaite et comme je le pense, notre famille politique emporte un nombre considérable de villes de plus de 10 000 habitants dans toute la France, alors ce sera l'occasion pour nous d'en finir avec les caricatures ignobles dont nous sommes l'objet de la part de ces commentateurs, de ces sondeurs qui parlent tellement mieux que les Français sans jamais franchir le périphérique parisien. Ce sera l'occasion pour nous de dire, entre l'irresponsabilité de la gauche et les délires, excusez-moi, de l'extrême droite, il y a une grande famille politique qui ne cédera rien et qui a pour nom la droite décomplexée. Parce qu'il faut appeler les choses par leur nom. Vous savez, qu'est-ce que c'est la droite décomplexée que je défends? C'est une idée très simple. On ne fait pas d'alliance avec les extrêmes parce qu'on n'est pas là pour grappiller des voix au mépris de n'importe quelle idée, y compris la plus démagogue. Mais en revanche, on ne fait pas d'eau tiède, on ne fait pas de langue de bois, on appelle les choses par leur nom. Et croyez-moi, avoir à la tête de l'UMP quelqu'un qui fait des phrases longues, empoulées, où on dit une chose et son contraire, où on ne comprend plus rien, c'était pas moi qu'il fallait à la tête du parti. Moi, c'est un sujet, un verbe, un complément. On dit les choses telles qu'elles sont, et on se pose des questions. Et vraiment, croyez-moi, la situation de la France est suffisamment grave pour qu'on en finisse avec toutes ces fioritures, ce politiquement correct de la gauche bien pensant qui vient nous donner des leçons, alors que pendant ce temps-là, les Françaises et les Français souffrent et sont inquiets pour eux et pour leurs enfants. Parce que c'est vraiment cela le sujet. Nous avons eu cette semaine une polémique. Qui, aujourd'hui, peut cautionner des propos racistes? Personne. C'est inacceptable de cautionner des propos racistes. Et nous les avons condamnés. Mais enfin, dites-moi, on va séparer les choses. C'est inacceptable d'avoir fait l'objet d'attaques racistes, et nous l'avons dit à propos de Mme Taubira, mais ça ne doit pas l'exonérer de la très mauvaise politique pénale qu'elle conduit en France. De la même manière, et c'est moi qui vous le dis, en connaissance de cause, jamais je ne laisserai dire que les Français sont racistes. Qu'il y ait ici ou là des comportements inacceptables, ils sont répréhensibles. Ils touchent le racisme, je signale qu'ils touchent également l'islamophobie, l'antisémitisme et la xénophobie. Hein, tout le monde dans cette affaire-là. Mais en même temps, je suis de ceux qui ne laisseront pas fermer les yeux sur des réalités qui sont inacceptables. La montée du communautarisme en France, la montée de la violence en France, c'est inacceptable. Or, l'État recule tous les jours. Désolé de vous dire que l'affaire Leonarda a ridiculisé l'institution présidentielle. Désolé de dire de la même manière qu'il n'y a jamais
jamais eu, et je le dis devant vous, à propos du très populaire ministre de l'Intérieur, avec ses 400% de popularité, il n'y a jamais eu autant de cambriolage en France. Il n'y a jamais eu autant de régularisation en France d'étrangers illégaux. Il n'y a jamais eu autant de naturalisation. Comment voulez-vous que dans ce même temps, il n'y ait pas la montée des extrémistes? Et moi, je vais tolérer ça. Moi qui suis à la tête du plus grand parti de la droite et du centre, nous sommes dépositaires d'un héritage politique dont on doit être fier. Général de Gaulle, Georges Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, tous les hommes qui ont fait les grandes réformes dans ce pays. Et on va s'excuser en plus. On va s'excuser d'assumer ce que nous sommes. Vous l'avez compris. Moi, je vous appelle à être fiers de défendre nos couleurs. Parce qu'on me dit, d'ailleurs vous l'avez constaté en France, c'est plus facile d'être de gauche que de droite. Hein. Alors moi je ne sais pas comment on fait, mais alors, vous vous baladez dans la rue, vous croisez quelqu'un, puis vous êtes de quel bord? Je suis de gauche. Oh très bien. Et vous? Ben je suis de droite. Ah bon? Ben, vous avez eu un problème? On la connaît hein l'histoire. Eh bien moi je vous demande d'être fiers de ce que vous êtes. Mais à une condition, c'est que nous devons nous montrer aux Français qu'à la différence de la gauche qui est irresponsable, à la différence de l'extrême droite qui est populiste, nous avons des solutions aux problèmes des Français. Nous incarnons une droite populaire, pas populiste. Il y a des propositions, c'est facile de les faire quand on sait qu'on n'exercera jamais le pouvoir. En revanche, on nous en demande beaucoup plus qu'aux autres. Quand Madame Le Pen, elle dit « Oh, eh ben on n'a qu'à sortir de l'euro puis revenir au franc, ça réglera le problème. Oh ben, on va revenir à la retraite à 60 ans. Oh ben, on va augmenter le SMIC de 300 €. Elle dit tout ça dans son programme, Madame Le Pen. Oh oui, elle dit on va nationaliser les entreprises en difficulté. Parfois j'entends Mélenchon, moi, quand j'entends Le Pen. Hein. Je suis désolé, hein, j'ai dit que j'allais dire plein de gros mots, là. Hein, donc, voilà. Seulement, vous n'entendrez pas à Paris de contradicteurs pour venir rentrer dans le détail des propositions de Madame Le Pen. Ah ben non, il ne s'agirait pas de l'empêcher de monter. Parce que plus le Front National monte, plus ça donne un coup de main à la gauche. C'est Mitterrand qui avait inventé ça avec Jean-Marie Le Pen. Et François Hollande, en style spirituel de François Mitterrand, il a bien compris le système. S'il nous parle régulièrement de droit de vote pour les étrangers, s'il nous parle régulièrement de régularisation, comme il le fait d'étrangers illégaux, c'est tout simplement parce qu'il sait qu'à la clé, si ça peut faire monter un peu le Front National, c'est pas plus mal pour eux. Et si je vous dis cela, ici dans ce département du Var, ce n'est pas par hasard. Je sais qu'il en est qui en ont ras-le-bol. Et qui veulent exprimer leur ras-le-bol en disant bah, puisque c'est ça, on va voter pour les extrêmes. Eh bien moi je vous mets en garde. En 2012, le ras-le-bol, ceux qui l'ont exprimé en votant pour Le Pen, ils ont eu François Hollande. Vous voulez des François Hollande dans toutes vos villes? Eh bien oui. Eh bien vous me dites jamais de la vie, c'est un cri du cœur. Eh bien je voudrais que tous les Français l'entendent. Parce que c'est ça le sujet. Et moi j'invite les Français maintenant à prendre, chacun en tant que citoyen, leurs responsabilités. Et de bien comprendre qu'on ne peut pas d'un côté s'inquiéter des dérives de François Hollande et de l'autre ne pas voir que pour véritablement lui lancer un avertissement au municipal, il faudra qu'il y ait un maximum de maires UMP élus dans les villes et qu'on vote pour lui, pour eux, dès le premier tour. Pas au deuxième, dès le premier tour. Alors dans ce contexte, vous m'entendrez inlassablement tout au long de cette campagne redire ce qui est le cœur de notre projet politique. Un projet dans lequel on entend et on écoute la souffrance des Français. Ceux qui sont dans les grandes villes, comme ceux oubliés de tout dans les campagnes de France. Pour bien montrer qu'il y a deux France aujourd'hui. Il y a celle pour les gens qui habitent dans les grands centres urbains, qui ont quelque part accès à tout, et ceux qui sont dans les campagnes et qui ont accès à rien. Ceux qui sont la France du TGV, et ceux qui doivent obligatoirement prendre leur voiture pour avancer et à qui on veut coller des taxes. Ceux qui, aujourd'hui, peuvent se balader en Vélib, tandis que d'autres se tapent le RER. La réalité, mes chers amis, la réalité, c'est que nous devons travailler pour une France rassemblée. Mais pas rassemblée à l'eau tiède, où on ferait plaisir à chacun, comme le fait François Hollande. Une France rassemblée sur des valeurs, sur une vision, sur un projet, en un mot. Rassemblés autour de l'aptitude au commandement. Le pays a besoin d'être commandé. Et c'est la raison pour laquelle je préconise que le jour venu, et il viendra, où nous aurons à nouveau la confiance des Français pour nous occuper du destin de la France, eh bien il ne faudra pas mollir, il ne faudra pas avoir la main qui tremble. Moi je pense à, non pas 110 propositions, mais 5 grandes réformes. Et ces réformes, on ne va pas les faire en 5 ans, mais dans les 6 premiers mois.
comme le général de Gaulle en 58, par ordonnance, pour prendre les décisions fortes qui permettront à la France de se tirer de cette situation. Et il faudra avoir le courage de le dire aux Français. Parce que si on veut créer de l'emploi en France, et Philippe, Dieu sait s'il a dans ce domaine-là bien des engagements à prendre vis-à-vis de cette ville de la Seine qui a un potentiel de développement économique extraordinaire. Eh bien, si on veut créer de l'emploi, il faudra assumer qu'il faut travailler plus, travailler mieux pour gagner plus, et donc en finir des 35 heures. Et il faudra avoir le courage de dire que de la même manière, il faudra un plan massif de baisse d'impôts et de charges. Comment voulez-vous que nos artisans, nos commerçants, nos entrepreneurs embauchent en France, alors que tout est organisé pour plomber le coût du travail, pour mettre des réglementations, des contrôleurs des impôts, des contrôleurs de l'URSSAF, de l'inspection du travail. Ce pays se meurt de ces charges, de ces taxes, de ces contrôles, de ces réglementations, de ces codes. Moi j'en ai marre de vivre dans un pays qui est une société de méfiance, alors qu'il nous faut une société de confiance. Et c'est ça que demain il faudra proposer à une France libérée de toutes ces questions. Et puis on fera une ordonnance pour repenser la politique d'immigration dans ce pays. C'est quand même normal qu'un grand pays réfléchisse à sa politique d'immigration. On est sur un modèle du XXe siècle, on est au XXIe. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer d'avoir un espace Schengen dans lequel un certain nombre d'États membres ne font pas leur travail en disant c'est pas grave, les gens ils resteront pas chez nous. Bah oui, évidemment ils viennent en France. Donc moi je dis que si certains pays ne font pas les contrôles aux frontières, il faudra les sortir de Schengen. Sinon c'est nous qui devons sortir de Schengen. De la même manière que j'en ai assez que la France soit le pays socialement le plus apte à couverture à 100% des soins maladie, il n'y a pas un Français ni un étranger en situation régulière qui ne soit obligé de payer quelque chose pour ses soins. Vous êtes illégal, eh ben vous avez le droit d'avoir une couverture 100% des soins. Comment on l'explique? C'est un des rares budgets qui augmente dans le budget de cette année, c'est celui-là. De la même manière qu'il nous faudra avoir un traitement rapide de la question des situations illégales, et pas 18 mois pour savoir si quelqu'un qui demande l'asile politique est fondé à le faire. L'affaire Leonarda est extraordinaire. Je passe sur le ridicule dans lequel nous a mis le président, mais enfin, le père de famille, cri du cœur, il nous dit, bah nous on est arrivé en France parce qu'on a regardé les différents pays, on a fait une étude de marché, c'était la France qui était le mieux. Et moi j'aimerais que ceux qui font des études de marché sur la France, c'est les investisseurs, c'est les entrepreneurs, c'est ceux qui disent on vient en France parce que c'est là qu'on peut créer de l'emploi, qu'on peut faire de la recherche, de la création, se bouger, créer de l'emploi. Ben voilà, vous avez compris pourquoi il faut changer tout cela. Et puis c'est vrai qu'il faudra une politique de sécurité où on remettra les choses à l'endroit. Philippe, comme tu as raison, moi aussi un mot. J'ai mis en place une politique de sécurité extrêmement volontariste. 150 policiers municipaux armés 24 heures sur 24. 150 caméras de vidéosurveillance. Et croyez-moi, la délinquance elle a plongé. Parce qu'il n'y a pas de mystère. Quand on voit des tenues bleues, quand on met des caméras, quand on interpelle, quand on sanctionne, ben on n'a plus la même ville à la fin. Et croyez-moi, à la Seine comme ailleurs, ça fera du changement quand Philippe sera maire de la Seine. Croyez-moi, ça fera du changement. Donc, mes chers amis, vous l'avez compris, mon invitation à chacune et chacun d'entre vous est de faire preuve de courage et de solidité dans cette période. C'est une période durant laquelle notre famille politique est caricaturée, brocardée. À Paris, tout est bon pour se moquer de nous, pour nous décourager à faire les choses. Et croyez-moi, je sais de quoi je parle. Et c'est la raison pour laquelle je veux vous dire que vous avez devant vous un président de l'UMP totalement déterminé. Parce que c'est pour la France. Et que ce qui se passe aujourd'hui exige que pour l'avenir de nos enfants, des enfants de France, nous nous mettions les uns et les autres en ordre de bataille. Moi je compte les jours pour en arriver aux municipales. Parce que le lendemain des municipales, on ne nous regardera plus de la même manière. On aura compris que l'UMP est d'abord là pour le destin de la France. Et c'est pour ça que j'ai besoin de vous. C'est pour ça que j'ai besoin d'une mobilisation totale. Ici, à la Seine, je sais qu'il en est qui ont des velléités de faire campagne dans leur coin. Croyez-moi, je le regrette. Mais la carte de l'UMP et de la personnalité de Philippe Vittel fera la différence, à condition qu'on vote utile dès le premier tour, à condition que vous fassiez du porte-à-porte partout, des réunions d'appartements, mobilisation générale. La Seine fait partie de ces villes sur lesquelles je considère que le drapeau de l'UMP doit à nouveau flotter avec fierté. C'est la mission qui vous incombe. C'est la mission de Philippe Vittel, qui est mon ami, qui fait un travail fantastique depuis des années dans ce département du Var et qui a eu le courage, ici même, de relever le défi.
Voilà votre mission, voilà pourquoi j'ai besoin de chacune et de chacun d'entre vous. Vous avez ma confiance et j'espère de tout cœur que le soir du deuxième tour des élections municipales, ou peut-être du premier, on ne sait jamais, me trouvant sur le plateau de télévision, parce qu'il y a quand même de bonnes chances que je sois sur le plateau de télévision, quand sur les téléscripteurs je verrai l'annonce du résultat de la scène, je ferai yes. Voilà, bonne chance à vous, bonne campagne, et gagnez. Merci Jean-François. Jean-François va être obligé de regagner le nord de la France, le froid, les intempéries. Nous t'accompagnons dans le courage qui est le tien. Merci d'être venu jusqu'à nous. Tu es toujours le bienvenu dans le Var. Tu es toujours le bienvenu dans cette belle agglomération et à la Seine. Et j'espère que la prochaine fois que je t'accueillerai, ça sera dans le bureau de maire pour te remettre la médaille de la ville. Nous allons continuer aussi tout à l'heure parce que, au-delà de l'inauguration de la permanence des Sablettes, c'est aujourd'hui aussi le jour où nous allons inaugurer, tout lorsqu'il s'en sera prêt, alors je sais pas, je m'en occupe pas, le site internet de campagne. Et donc mes chers amis, ce site internet de campagne, nous allons le faire vivre et il va nous accompagner pendant 4 mois jusqu'au succès que l'on espère tous. Ce succès, il faut aller le chercher et comme l'a dit Jean-François, c'est jusqu'à la dernière minute de la dernière heure du dernier jour qu'il faut aujourd'hui convaincre autour de nous. Convaincre vos amis, convaincre vos familles, convaincre vos voisins, convaincre tous ceux que vous connaissez que cette ville a vraiment besoin d'un réel changement et que la merveilleuse équipe de Ensemble Faisons gagner la Seine est prête à relever ce défi du changement. Merci à vous tous de votre soutien et de votre confiance.